Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une décennie qui a redéfini une nation. Le retour de la Russie, de 2000 à 2010. Pour comprendre ce qui va suivre, imaginez un instant la situation à la fin des années 90. L'Union soviétique s'est effondrée, laissant derrière elle un pays en ruine. 10 années de chaos, une économie à terre, un État incapable de payer ses fonctionnaires, des retraites dévorées par une inflation galopante. La criminalité explose, et le sentiment général est celui de l'humiliation et de la perte. La Russie, autrefois superpuissance, semble n'être plus que l'ombre d'elle-même. C'est dans ce paysage de désolation qu'un homme, alors presque inconnu, va faire son entrée sur la scène politique mondiale. Nous sommes le 31 décembre 1999. Boris Eltsine, le visage marqué par les crises, annonce sa démission à la télévision. Il nomme son Premier ministre pour lui succéder par intérim. Cet homme, c'est Vladimir Poutine. Ancien lieutenant-colonel du KGB, il est discret, énigmatique. Peu de gens savent vraiment qui il est, ni ce qu'il veut. Mais dès ses premières prises de parole, le ton change radicalement. Il ne parle plus de transition difficile, mais de restauration. Ses mots sont simples, directs. Nous allons restaurer l'ordre. Nous rendrons à la Russie sa grandeur. Pour un peuple qui a perdu ses repères, ces promesses résonnent comme une lueur d'espoir. L'ère du chaos est-elle enfin terminée? La Russie veut y croire. Dès son arrivée au Kremlin, Poutine lance une offensive sur tous les fronts. Sa priorité absolue, restaurer ce qu'il appelle la verticale du pouvoir. Fini le temps où des gouverneurs régionaux ou des oligarques richissimes défiaient l'autorité de Moscou. La première cible, ce sont justement ces oligarques, ces hommes d'affaires qui ont fait fortune de manière spectaculaire et souvent opaque durant les privatisations des années 90. Des figures comme Boris Berezovsky ou Mikhail Khodorkovsky, qui pensaient pouvoir influencer la politique, vont l'apprendre à leurs dépens. L'un sera poussé à l'exil, l'autre finira en prison pour fraude fiscale. Le message est clair. Soit vous vous alignez sur le Kremlin, soit vous êtes brisé. Le business peut continuer, mais la politique, c'est l'affaire de l'État. En parallèle, Poutine s'appuie sur les structures qu'il connaît le mieux, les services de sécurité, les siloviki, les hommes de force. Des anciens du KGB, comme lui, sont placés à des postes clés dans l'administration, dans les grandes entreprises d'État. L'appareil sécuritaire, qui avait été affaibli et discrédité après 1991, reprend du service et devient l'épine dorsale du nouveau régime. Le pouvoir n'est plus diffus. Il est de nouveau centralisé à Moscou, entre les mains d'un cercle restreint d'hommes loyaux. Cette reprise en main est brutale, mais pour beaucoup de Russes, elle est synonyme de fin de l'anarchie. L'État redevient fort et cela rassure. Mais cette reconstruction politique n'aurait pas été possible sans un coup de pouce du destin, ou plutôt des marchés mondiaux. Au début des années 2000, le prix du baril de pétrole, qui stagnait autour de 20 $, commence une ascension fulgurante. Il va grimper, jusqu'à dépasser les 140 $ en 2008. Pour la Russie, dont l'économie dépend massivement de ses exportations d'hydrocarbures, c'est une véritable manne financière. L'argent se met à couler à flot dans les caisses de l'État. C'est ce carburant économique qui va financer le redressement du pays. Grâce à cet argent du pétrole et du gaz, le gouvernement peut enfin tenir ses promesses. La première urgence, c'est de payer les salaires et les retraites, qui sont non seulement versés à temps, mais aussi régulièrement augmentés pour rattraper l'inflation. Pour des millions de Russes qui vivaient dans la précarité, c'est un changement concret, visible au quotidien. Le niveau de vie s'améliore spectaculairement. Les rues de Moscou et des grandes villes se transforment. Les vieux immeubles sont rénovés, des centres commerciaux modernes apparaissent, les voitures étrangères remplacent les vieilles Lada. Une classe moyenne qui avait disparu commence à renaître. Elle voyage, consomme et croit de nouveau en l'avenir. Ce renouveau économique nourrit un autre phénomène, peut-être encore plus important aux yeux du Kremlin, la renaissance de la fierté nationale. Après une décennie à se sentir vaincue et humiliée sur la scène internationale, la Russie veut retrouver son rang. Le discours officiel exalte la grandeur passée et présente du pays. Les symboles sont partout. L'hymne soviétique est restauré avec de nouvelles paroles. Les drapeaux russes flottent sur les bâtiments publics. Les défilés militaires sur la place rouge retrouvent leur faste d'antan. Le message martelé est que la Russie est de retour, qu'elle est une grande puissance avec laquelle il faut de nouveau compter. Et ce discours trouve un écho profond au sein de la population. Sur la scène internationale, Vladimir Poutine adopte une posture de plus en plus ferme, notamment face à l'Occident et aux États-Unis. Il dénonce l'élargissement de l'OTAN vers l'Est comme une trahison et une menace. Son discours de Munich en 2007 est un tournant.
Devant un parterre de dirigeants mondiaux, il critique violemment l'unilatéralisme américain et plaide pour un monde multipolaire. C'est la fin de la période où la Russie semblait accepter le leadership occidental. Désormais, Moscou entend défendre ses propres intérêts, quitte à entrer en confrontation. La guerre éclair en Géorgie en 2008 en est la démonstration la plus brutale. La Russie montre qu'elle est prête à utiliser la force pour protéger ce qu'elle considère comme sa sphère d'influence. Cependant, cette renaissance a une face sombre. Cette stabilité retrouvée s'est construite au prix d'un recul constant des libertés. La verticale du pouvoir ne tolère aucune contestation. La première victime est la presse. Les chaînes de télévision indépendantes, qui avaient fleuri dans les années 90, sont reprises en main par l'État ou par des proches du Kremlin. L'autocensure devient la norme. Critiquer le pouvoir devient de plus en plus risqué. Des journalistes courageux comme Anna Politkovskaya, qui enquêtait sur les exactions en Tchétchénie, sont assassinés, sans que les commanditaires ne soient jamais vraiment retrouvés. L'opposition politique est, elle aussi, progressivement marginalisée. Les partis sont contrôlés, les élections deviennent de moins en moins concurrentielles, et les figures de l'opposition sont harcelées, arrêtées, voire éliminées. Le système politique se verrouille autour d'un seul homme et de son parti, Russie unie. Pour beaucoup d'observateurs occidentaux, la démocratie russe, qui n'a jamais été très robuste, est en train de mourir. Mais pour une grande partie de la population russe, ce n'est pas la préoccupation principale. Alors, comment juger cette décennie? Pour des millions de Russes, la réponse est claire. Après 10 ans d'humiliation, de pauvreté et de chaos, Poutine leur a rendu deux choses essentielles, la stabilité économique et la dignité nationale. Pour eux, le contrat social est simple. En échange d'une partie de leur liberté politique, ils ont obtenu la sécurité et la prospérité. C'est un compromis que beaucoup ont été prêts à accepter. La Russie de 2010 n'a plus rien à voir avec celle de 2000. Elle est plus riche, plus stable, plus forte et plus autoritaire. Une nouvelle ère a commencé, posant les bases de la Russie que nous connaissons aujourd'hui, avec toutes ses complexités et ses contradictions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire contemporaine vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette période charnière pour la Russie. À très bientôt pour une nouvelle analyse.